Bonjour et bienvenue dans ce Guiliapli qui vous racontera la suite de l'histoire d'Onmyoji. On reprend le récit des événements mondiaux, pour rappel les événements en lien avec l'intrigue principale, et donc ici la suite de l'arc de Sealand, partie 3. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous enjoins à le faire, elles sont en description pour mieux comprendre ce qu'il se passe. Allez, retournons dans le passé, le temps des dieux, des monstres et des Onmyoji, le palais du soleil. L'éclat de la lune brillait sur les vitres de la demeure de Sémé. L'Onmyoji refusait les appels au sommeil que son corps lui lançait et continuait la lecture de son livre. À côté, Hiromasa avait cédé, Kohaku sur les genoux. Les meilleurs ennemis ronflaient en rythme, tandis que Yaobikuni leur posait une couverture par-dessus. « Avec ces deux-là, presque tout le monde est couché, » dit-elle en murmurant. « Tu devrais en faire autant. »« Tu n'es pas la maîtresse de maison, » répondit Sémé en refermant le traité sur les artefacts antiques. Il se leva pour le reposer sur l'étagère et attraper le suivant. « Maintenant que je suis là, et que les autres n'écoutent plus, peut-être pourrais-tu me dire ce que tu cherches ?» Sémé se retourna et balaya la pièce du regard. Une première fois nerveusement, puis une deuxième fois en utilisant la vision, un art Onmyoji pour repérer les esprits et les sortilèges. Mais rien. « Oui, peut-être. Pardonne-moi, mais la situation est intenable. Tu n'étais pas là aux dernières réunions avec les grands clans et la guilde. Ils sont... » L'Onmyoji n'avait pas les mots. « Ils n'iraient pas jusqu'à t'espionner. Ils savent que tu te bats pour Heienko. C'est tout le problème des anciens des Minamoto et d'un paquet d'aristocrates. Je me bats pour les gens, pas pour eux. Bon, je cherche un bouquin sur... » Il se pencha et murmura un nom à l'oreille de l'oracle. Elle hocha la tête. « Je vois. En effet, mieux vaut être discret pour l'instant. » Elle se détourna et prit la tasse de thé refroidie sur le bureau. Elle scruta intensément l'eau trouble à la lumière de la nuit. Quelques étoiles parvinrent à se refléter. Troisième étagère à gauche du mur du fond, vers le milieu de l'ouvrage. Sémé alla chercher l'épais livre relié et l'ouvrit au milieu. En feuilletant rapidement, il trouva le chapitre qu'il cherchait. Un chapitre très long, très technique. Témoignage d'un ancien Onmyoji ayant fait une énorme bêtise dans l'utilisation d'un artefact ancien. Le voilà. Un merci peut-être ? Merci de votre aide, chère collaboratrice. Pouvez-vous faire une deuxième divination au profit du ver de vase que je suis ? Mais avec un plaisir teinté de joie, cher ver de vase. Tu veux quoi ? Vérifier si une information est vraie. Le lendemain, Kagura se réveilla la première. La maison de Sémé était très calme. Elle sortit de la chambre d'amis et partit en direction du bureau. Dans la cuisine, les paperdolls s'activaient à préparer le petit déjeuner, sous l'œil gourmand de Guna. La petite fille continua sa course vers la grande porte verrouillée. Dans le bureau, il n'y avait que son frère et Kohaku, toujours ronflant. Elle les réveilla, puis partit en quête de son mentor. Derrière, dans la réserve, Sémé et Yaobikuni avaient visiblement passé la nuit à faire des amulettes de tout type et de toute forme, si bien qu'ils dormaient le pinceau à la main. Kagura les réveilla aussi, malgré le danger évident de se prendre un maléfice tiré par accident. Les deux adultes finirent par ouvrir les yeux, ranger les amulettes dans leur boîte, et partir en traînant les pieds vers la cuisine. Le thé fut très noir ce matin. « Mes chers amis, il faut que je vous parle, » dit soudain Sémé d'une voix aussi solennelle qu'ensommeillée. « Ah, tu vas enfin nous dire ce que tu cherchais hier, » marmonna Hiromasa. « Oui, je te remercie d'ailleurs pour ton aide. J'ai servi à rien, mais c'est sympa. C'est l'intention qui compte. Je remercie également Yaobikuni, sans qui j'y serais encore. Et pour être complet, je vous remercie vous tous, qui avez toujours cru en moi et en ce projet qui nous pousse vers l'avant et vers le don de soi. » Quand Sémé commençait de grands discours, c'était soit qu'il était ivre, soit qu'il n'avait pas assez dormi. Kagura coupa court. « Et donc, tu as trouvé quoi ?»« Le miroir du destin, le miroir d'Ungaikyo. » Silence théâtral. « Ce miroir est très ancien, il fait partie des reliques de Takagamehara. C'est pour ça qu'il ne vous dit peut-être rien, mais les anciens de ton clan savent très bien ce que c'est. » Oh, admiratif de l'enfant qui découvre. Il est la pièce centrale d'un plan de défense que j'ai concocté pendant les attaques de Sealand. Et ce plan devrait non seulement repousser l'attaque sur Heienko, mais aussi donner une occasion de piéger Otakemaru. C'est pourquoi, mes amis, il manqua de s'envoler de nouveau dans une déclaration enflammée. Miyakuro lui donnait un coup d'arc en se penchant pour prendre son bol. Oups, désolé. Pas grave. Donc, il va falloir que j'aille dans un lieu lointain, dernier endroit où une des moitiés de ce miroir a été vue. « Où ça ?» demanda Kagura avec empressement. « Alors ça, je peux pas tout à fait le dire.
Il est gardé sur une île qui a disparu des cartes depuis plusieurs siècles, l'île du Levant. Et seuls ceux qui en viennent savent où elle se trouve. Mais Tamamo no Mae a trouvé une guide venant de cet endroit. Un esprit origami doit nous rejoindre au port. « Et tu fais confiance à ce Kitsune ?» grogna Hiromasa. « Je dis pas ça pour toi, Kwaku, mais quand même !» Le petit renard ne dit rien, mais fixa l'Onmyoji archer avec un regard lourd de reproches. Semé reprit. « Petit 1, ce n'est pas bien de discriminer sur l'origine des esprits, surtout si c'est des renards. Ensuite, nous avons vérifié l'information avec les étoiles, cet esprit vient bien de l'île du Levant. Et vous auriez pas pu demander directement aux étoiles où se trouve l'île ? Non, c'était Yaobikuni qui avait répondu. Son ton sec ne laissait pas de place à d'autres questions sur les subtilités de la divination. Semé finit sa tasse avant de reprendre. Sur ce, Oguna, Dujo, Akuro, Yotohime, j'ai des missions d'infiltration pour vous. Vous pouvez recruter des gens supplémentaires, promettre des récompenses, tant que vous restez discret et efficace. Il ne faut pas qu'on vous repère, même pas par les autres Onmyoji de la guilde. Voici vos ordres de mission. N'en parlez même pas entre vous tant que ce n'est pas fini. Ce que vous allez sans doute découvrir doit rester ultra secret. D'accord, dit Akuro, en prenant le tas de lettres posées sur la table. Il était assez certain qu'elle ferait 3 missions sur les 5, malgré l'ordre reçu, pour empêcher les 2 esprits oiseaux de se mettre en danger. Magnifique! Yaobikuni, Kohaku, les frangins, vous m'accompagnez. Ensemble, mes amis, nous réussirons et arriverons au bout de nos rêves. La paix, la sécurité, malgré les menaces et les obstacles, rien ne nous arrêtera. Et sachez-le! L'Onmyoji ne finit pas son discours, coupé par un onigiri que Yaobikuni venait de lui enfoncer dans la bouche. Le soir même, les compagnons embarquaient sur un petit navire, faisant voile vers le nord. Le port disparut au loin. Le bateau continua sa route au nord-est jusqu'au soir, quand il prit soudain la route du sud-est. Le courant marin était fort, le vent soufflait de l'arrière. Enfin, le destin semblait aider les défenseurs de la capitale. Ils passèrent loin à l'est des bateaux de Silène qui s'armaient sous les eaux en prévision des futures batailles. Enfin, à la surface des eaux, après des jours et des jours de voyage, le bateau de Semé aperçut les contours de l'île recherchée. Ce bout de terre, si proche et si loin, semblait briller dans la lumière du soleil levant. « Kohaku, bienvenue au palais du soleil. »« C'est le nom de l'île » demanda le petit renard. « Presque. C'est le nom de la grande ville de l'île et du palais à son sommet. C'est le grand toit doré que tu vois au milieu. Il est énorme. On dirait un morceau du soleil tombé en bas de la montagne. » C'est fait pour. L'endroit baigne une puissance lumineuse rare. Presque tout là-bas a un éclat de la lumière du soleil. Mais il n'est pas si facile d'entrer. Ça fait bien 2 siècles que les communications et le commerce sont coupés. Il faut arriver au bon moment du matin pour pouvoir entrer, et peut-être qu'il y a plus de protection passé cela. Tu crois qu'ils ont mis un rythme de protection ? Pas sûr, ça ne ressemble pas à un mécanisme défensif. Mais on le saura une fois sur place. Kamimai sait ce qu'elle fait de toute façon. Sur le pont de commandement, l'esprit origami voltait d'un bord à l'autre, réglant une poulie, donnant une petite correction au cap. Le plus amusant était de voir comment elle attrapait les objets avec des mains de papier pliées. « Tu lui fais vraiment confiance ?» demanda Kohaku. « Nous ne sommes toujours pas morts, et elle n'a aucun intérêt à nous trahir. C'est un esprit ancien, mais en soi assez faible. Tu pourrais la battre en combat singulier. »« D'accord. Ne parlons plus de bagarre, regarde. Le port se dessine. » Quelques manœuvres plus tard, le bateau fut en vue des docks de l'île, tandis que les nuages commençaient à peine à rosir. Un cercle doré apparut sur la mer, que le bateau franchit alors que l'astre du jour dépassait à peine de la mer, derrière l'île du Levant. La lumière monta encore, et encore, alors que le bâtiment approchait du port. Soudain, le soleil dépassa du côté de la montagne centrale. Tous les toits se mirent à briller comme des dizaines d'étoiles, et au centre, le toit du palais s'illumina. Le bateau arriva simultanément à quai, et à peine le temps de sauter à terre et d'amarrer correctement le navire, que des gens arrivaient, tous sourires, accueillir les voyageurs. Un guide alla directement saluer la capitaine. « Kamimai, comment vas-tu ? Ça faisait longtemps !»« De bien, et toi ?»« Très bien, très bien. Tu ne me présentes pas tes amis ?»« Mais si, mais si. Semé, voici Everlight, guide pour les voyageurs et autres touristes venus passer du bon temps au Palais du Soleil. Everlight, voici Abe no Semé, Onmyoji de la capitale. Un plaisir de vous rencontrer, monsieur Everlight. Je suis très honoré d'accueillir quelqu'un de si prestigieux, surtout aujourd'hui. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Mais la plus grande fête que l'île n'ait jamais connue. La reine Himiko se marie. Everlight et Kamimai
entreprirent de raconter ce qui se passait, ce qui donna à deux voix un résultat un peu confus. Depuis quelques mois maintenant, l'île est en effervescence suite à l'annonce des fiançailles de la reine Himiko. Elle est la souveraine absolue de l'île et du palais du soleil, et ses grands pouvoirs ont déjà sauvé plusieurs fois les habitants. Elle a notamment aidé sur le champ de bataille, même contre une tentative d'invasion supportant l'armée régulière, guidée par le grand général, un héros local dont personne ne se souvient du nom tant on le nomme grand général. Bref, après avoir apporté la prospérité, la reine aurait bien voulu vivre tranquillement, heureuse, mais elle se trouvait un peu seule. C'est alors qu'elle a rencontré un jeune prince nommé Everlight, ce qui faisait toujours rire le guide du même nom. Les deux se sont beaucoup appréciés, aimés, et fini par décider de sceller leur union par un mariage somptueux. Or, ce mariage a lieu aujourd'hui même. Et donc, vous comprenez pourquoi tout le monde est aussi joyeux, conclut le guide. D'accord. Alors, je ne veux pas jouer les rabat-joie, mais nous n'étions pas venus pour cela à la base, et ensuite... Attendez, où sont les deux autres ? Fit Seme en tournant la tête de tous côtés. Hiromasa et Kagura manquaient à l'appel. Ne vous inquiétez pas, fit Kamimai, je les ai vus descendre de l'autre côté du bateau. Il n'est pas utile de les chercher tout de suite, ils doivent être en train de visiter la ville en ce moment. En effet, l'endroit était noir de monde. Est-ce qu'il y a un endroit où ils vont forcément aller ? Mais bien sûr, fit le guide. Quand un visiteur vient ici, il va tout d'abord au grand marché, puis passe à la tour de l'horloge. C'est la grande tour là-bas, c'est un passage obligé. Mais ensuite, ils iront sans doute au mariage de la reine. Tout y sera somptueux, les costumes, les décorations, le banquet, les feux d'artifice. Feux d'artifice, vous avez dit ? Oui, pour clôturer la fête ? Kagura ira forcément le voir, dit Kohaku. Et Hiromasa ne la laissera pas seule. Bien, suivons cet itinéraire. Au pire, on les retrouvera ce soir, après avoir fait un peu de tourisme. Alors suivez le guide, dit Everlight jovialement. Venez et vous verrez, tout le monde est heureux. Le petit groupe s'avança dans les rues du marché, environné de dizaines de gens tous souriants. D'un côté, on négociait le prix du flacon de saké. Allez, sois sympa, depuis le temps qu'on se connaît. Écoute, je fais déjà des réductions pour le mariage, je ne vais pas en plus offrir tout mon stock. Allez ! De l'autre côté, on courait, pressé. Désolé, j'ai pas le temps, je dois filer cueillir des tournesols pour décorer les tables. On se voit plus tard. Encore ailleurs, une enfant expliquait toute heureuse à une commerçante. Et c'est pour ça que je fais du poisson, pour fêter le retour de papa et maman. D'accord, ma puce. Mais est-ce que tu peux me dire si tu préfères le thon ou le saumon ? Décidément, l'endroit était vivant, très vivant. Kohaku donna un petit coup de tête dans les jambes de Seme, lui indiquant une étale sur la gauche. Tu as déjà repéré quelque chose ? Ah, des brochettes bœuf fromage. J'aurais dû m'en douter. Bon, je vais en chercher. Vous utilisez les pièces de bronze ici ? Oui, bien sûr, répondit Everlight. Alors, bonjour monsieur, 4 brochettes au bœuf s'il vous plaît. Monsieur, vous m'écoutez ? Le marchand ne tournait pas la tête. Puis un léger frisson parcourut l'échine de l'Onmyoji. Il se retourna en dégainant son éventail, arrêtant net un sabre noir, manié par un esprit brumeux. « Ceux qui désobéissent doivent périr !» cria l'apparition d'une voix rauque. Sans répondre, Seme lui décocha un sort en pleine tête, tandis que Kohaku mordait l'armure de l'esprit, passant au travers de son corps fantomatique. L'esprit poussa un râle de douleur avant de disparaître, se dissipant comme de la fumée. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» demanda le petit renard. Seme ne répondit pas, voyant que ce combat pourtant brillant n'avait déclenché aucune réaction. Les gens continuaient leurs affaires, sans se préoccuper de rien. Des cris et des appels retentirent au loin. D'autres esprits arrivaient. « Je vais les attirer, partez de votre côté, vous vous fondrez mieux dans la foule !» cria Seme à Kamimai et Everlight, qui tournèrent aussitôt les talons. Kohaku, fidèle au poste, grogna, tandis que 3 nouveaux esprits, en tout point identiques au premier, approchaient en criant « Ceux qui désobéissent doivent périr !» Quelque temps plus tard, Seme et Kohaku se cachaient sous une étale, laissant filer au-dessus de leur tête leurs poursuivants numéros 9, 10 et 11. Le 8e était maintenu sous l'Onmyoji, bâillonné par Kohaku, avant d'être abattu lui aussi, mais sans faire de bruit cette fois. Les 2 touristes laissèrent passer un temps, puis sortirent de sous l'étalage en faisant bien attention à ne toucher ni le marchand ni les clients. Chaque fois qu'ils avaient bousculé une personne de l'île, d'autres esprits étaient apparus. L'Onmyoji s'affala contre un mur de pierre épaisse, entendit un ding-dong caractéristique et leva la tête. « Tiens, on est arrivé à la tour de l'horloge. »« Oui, confirma le petit Kitsune. Je suis presque content qu'Hiromasa et Kagura ne soient pas là, tiens. »« Et Yaobikuni, elle est où ? Elle aussi ?»« Je sais pas, elle ne dit jamais rien. »« Non, ce n'est pas vrai. »« Seme, s'il vous plaît. »« Bon, la plupart du temps. »« Mais elle est où ? Tu l'as vue descendre du bateau ? » ?»« Non, je pensais qu'elle y resterait. »« Ah, j'espère qu'elle est là-bas. Elle a un don pour attirer les gens dangereux. »
Comme pour répondre à la question de l'Onmyoji bleu, un choc violent retentit. Une météorite venait de frapper le sol, suivi du râle d'agonie d'un groupe d'esprits fantomatiques. « Assez !» cria une voix reconnaissable. « Elle est ici !» soupira Sémé. « On y va !» Il courut à travers le marché tout en évitant de toucher qui que ce soit, et arriva sur une scène improbable. En face de lui, une grande femme aux cheveux violets et en tenue de combat venait de planter sa hallebarde gigantesque dans le flanc de la devineresse. Visiblement, cette guerrière attendait un râle d'agonie, un écroulement au sol. Mais Yaobikuni toussa un peu de sang, prit la lame et la retira de son ventre. Elle se craquait les doigts avant de donner un grand coup de son sceptre dans le vide, produisant un choc tout aussi grand dans la guerrière qui partit s'écraser dans les étals. La malheureuse venait de goûter à une sensation amère, affronter un ennemi immortel. Une armée d'esprits sabreurs et brumeux s'éleva en réponse à ce capharnaüm. La guerrière se releva et vit que son ennemi avait maintenant des alliés. « Mais pauvre fou, mais vous n'êtes pas d'ici ?»« Non, idiote !» répondit aussi sec Yaobikuni, la bouche pleine de sang. « Mais alors cassez-vous !»« C'est non !» répondit Sémé en dépliant son éventail. « J'ai dit, » fit la guerrière en lâchant son arme, « cassez-vous !» Elle bondit comme un tigre, passa au-dessus du petit groupe, rebondit sur un mur et les toucha tous avec une pierre rouge sang. Pour l'Onmyoji, l'oracle et le renard, tout devint noir et rapide, comme si la journée s'écoulait à toute vitesse. Ils rouvrirent les yeux. Le bateau arriva à quai. À peine le temps de sauter à terre et d'amarrer correctement le navire que des gens arrivaient tout sourire accueillir les voyageurs. Un guide alla directement saluer la capitaine. « Kamimai, comment vas-tu? Ça faisait longtemps. »« Bien, et toi ?»« Très bien, très bien. Tu ne me présentes pas tes amis ?»« Mais si. Sémé, voici Everlight, guide pour les voyageurs et autres touristes venus passer du bon temps au Palais du Soleil. Everlight, voici Abeno Sémé, Onmyoji de la capitale. Un plaisir de vous rencontrer, monsieur Everlight. Je suis très honoré d'accueillir quelqu'un de si prestigieux, surtout aujourd'hui. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Mais la plus grande fête que l'île n'ait jamais connue ! La reine Himiko se marie ! Everlight et Kamimai entreprirent de raconter ce qu'il se passait, ce qui, à deux voix, donna un résultat un peu confus. Pendant leurs explications, Sémé eut le sentiment très vif que quelque chose clochait. Il savait ce qu'allaient dire les autres, et même ce qu'il allait répondre ensuite. « Et donc vous comprenez pourquoi tout le monde est aussi joyeux », conclut le guide. « D'accord, alors je ne veux pas jouer les rabat-joie, mais nous n'étions pas venus pour cela à la base. Et ensuite, attendez, où sont les deux autres ?» fit Sémé en tournant la tête de tous côtés. « Ils sont descendus de l'autre côté du bateau, n'est-ce pas ?»« Oui, je les ai vus descendre, » affirma Kamimai. « Oh, je le savais. » Everlight ne comprit pas le sens de ce soupir. « Allons, ils vont sans doute visiter la ville. Il y a des endroits immanquables comme le marché, la tour de l'horloge et évidemment le mariage. Vous ai-je dit qu'il allait finir sur un gigantesque feu d'artifice ?» La suite, Sémé eut l'impression de la vivre comme dans un rêve, se voyant répondre et agir comme si tout était édicté d'avance. Il fallait briser ce rêve. Mais comment ? Si l'on suivait l'histoire qui se déroulait automatiquement, il n'y aurait aucun moyen de sortir. Ou alors, il fallait déclencher les événements. Le petit groupe s'avança dans les rues du marché, environné de dizaines de gens tous souriants. D'un côté, on négociait le prix du flacon de saké. « Allez, sois sympa, depuis le temps qu'on se connaît. Écoute, je fais déjà des réductions pour le mariage, je vais pas un plus offrir tout mon stock. »« Allez !» De l'autre côté, on courait, pressé. « Désolé, j'ai pas le temps, je dois filer cueillir des tournesols pour décorer les tables. On se voit plus tard !» Encore ailleurs, une enfant expliquait toute heureuse à une commerçante. « Et c'est pour ça que je fais du poisson, pour fêter le retour de papa et maman. »« D'accord, ma puce, mais est-ce que tu peux me dire si tu préfères le thon ou le saumon ?»« Décidément, l'endroit était vivant, étrangement vivant. Les gens semblaient mécaniquement souriants. En voyant de nouveau le stand de brochettes, Sémé n'attendit pas le coup de tête de Kohaku. Il alla droit vers le vendeur et lui fit une pichenette sur le front. Celui-ci fit ouïe avant de reprendre ses actions initiales. « Sémé, que faites-vous » demanda Kamimai, l'air un peu perdu. « Je sais ce que je fais, et je vous conseille de commencer à courir maintenant si jamais cela sert à quelque chose. » Au-dessus des têtes des passants, un esprit brumeux fonçait droit vers eux. « Ceux qui désobéissent doivent périr !»« Très bien, tue-moi si tu y arrives !» Sémé lança directement une amulette explosive et fit sauter l'esprit en plein vol. Son râle caché par le souffle de l'explosion, aucun autre esprit ne s'approcha, mais quelques-uns flottaient du côté des marchands de légumes et de jouets. « Ah, très bien. Donc l'histoire se fait bien ainsi. Mais tu viens de la modifier, fit Kohaku. Toi aussi tu as remarqué qu'il y avait un problème ? Oui, les brochettes n'ont pas l'odeur de brochettes. Elles ont une odeur de vieille magie enfermée. Il y a bien quelque chose de pourri au Palais du Soleil. Dis-moi, est-ce que tu te rappelles ce qui s'est passé aujourd'hui d'avant ? Pardon ?
la première fois que l'on a vécu aujourd'hui. On a combattu ces esprits, on s'est caché, on a retrouvé Yaobikuni, et puis après, la drôle de guerrière nous a fait revenir au tout début. Si l'on veut changer les événements, il va falloir changer cela. Donc, retrouver Yaobikuni et empêcher leur bagarre. Oui, elle se battait près de la tour de l'horloge, devant une boutique de potiers. En avant, et surtout ne touche personne. Et ils partirent en courant. À peine plus tard, ils trouvèrent l'oracle, contemplant une poterie représentant des sirènes. Ils l'arrachèrent à l'œuvre d'art sans grand ménagement. « Yao, tu me reconnais? Tu sais où on est? Quand on est ?» demanda Sémé avec empressement. « Oui, on est le 3e aujourd'hui. Et vous ?»« Le 3e ? Oui, le premier, j'avais suivi Kagura et l'autre andouilleux, et puis le 2e, je suis venu ici. » C'est déjà le 3e cycle. Bon, et donc tu te souviens qu'hier, l'aujourd'hui d'avant, tu t'es battu contre une guerrière? Oui, et elle a essayé de me tuer. Yaobikuni étouffa un rire. Je me souviens surtout de sa tête quand elle a vu que je ne mourrais pas. C'était très drôle. Si Madame l'Oracle Immortel voulait bien prendre la chose au sérieux, cela m'aiderait. Chaque jour qui passe ici est toujours le même. Toujours le mariage de la reine, n'est-ce pas? Oui, en tout cas, rien ne montre autre chose. Donc on est bien dans un rime de souvenirs, bloqué sur une date précise. Kohaku, tu as eu du flair. Par rapport à l'odeur de la magie? Oui, l'endroit ne tient debout que par magie. Cela fait au moins 2 siècles que tout se répète. Les brochettes que tu voulais sont tombées en poussière depuis longtemps. Pas sympa. À part cette brillante analyse théorique, interrompit l'oracle, que nous proposes-tu donc de concret? Trouver la guerrière de la dernière fois. Elle n'a pas l'air prisonnière du Realm. Donc soit on est à l'origine, soit se bat contre. Je parierais sur se bat contre. Pourquoi? Demanda le renard. Intuition féminine. Et le fait qu'elle taillait en pièces les esprits qui apparaissaient dès que l'on essayait de changer l'histoire. De toute façon, il ne faut jamais parier avec quelqu'un qui lit l'avenir, conclut Sémé. Bon, amenez-vous, on doit trouver une femme aux cheveux immenses et qui manie une hallebarde brillante. Ça devrait être facile. En effet, ce fut facile. Quelques rues plus loin, cette étrange guerrière venait de trancher un groupe d'esprits, et maintenant fouillait parmi leurs restes vaporeux avant que ceux-ci ne soient volatilisés. Elle trouva une petite pierre de jade vert qu'elle glissa dans sa bourse. « Bonjour madame », dit Sémé derrière elle. La guerrière se retourna d'un bloc, l'âme en avant. « Ne vous mettez pas dans un état pareil. Dites-nous juste ce que vous pensez de ce rythme festif. Il me pourrit la vie et torture mon peuple. » Ça, c'est une phrase de gentil. Mais vous êtes encore là? Je vous avais éjecté avec mon chronojade. Alors si vous parlez bien de ce que je pense, votre technique pour jouer sur le temps n'a pas marché, car nous étions déjà pris dans la boucle, à notre 2e cycle du Realm. C'est pour ça. Sinon vous auriez été éjecté sur votre bateau. Désolé, non, c'est moi. Personne ne doit venir ici, vous comprenez bien pourquoi. Quand des étrangers arrivent, ça fait des victimes de plus. Nous ne sommes plus victimes du Realm. Si vous pensez savoir comment le rompre, nous pouvons même vous aider. M'aider, vous? Quoique, la dame a écrasé un paquet de gardes avec sa météorite. Vous appelez gardes les esprits brumeux? Oui, ce sont des esprits gardiens faits à partir de la brume du matin. Ce sont des gardes pour le Realm. Bon, venez, on doit aller parler dans un endroit sûr. Et elle partit en courant. On court beaucoup en ce moment, soupira Kohaku en la suivant de toute la force de ses petites pattes. Le petit groupe évita tout contact jusqu'à la tour de l'horloge. La guerrière ouvrit la porte et s'engouffra dans l'escalier qui montait. Le battant se referma derrière le dernier entrée. Une fois au premier étage, la grande femme s'arrêta enfin et posa sa hallebarde sur un porte-lance. « Bienvenue à la tour de l'horloge, le dernier endroit où le Realm n'a pas d'influence. Et si vous permettez, je vais m'assurer que cela continue. Crépuscule, accueille les invités !» Une figure noire semblable aux esprits gardes arriva. Mais elle était vraiment noire, avec des traits blancs pour dessiner le visage et quelques émotions. « Bonjour, je suis Crépuscule, serviteur de Dame Takaya Shaimei. Que puis-je pour vous? Un rafraîchissement? Un massage des épaules? Peut-être un morceau de musique? Non, merci. Quelques renseignements, ce sera bon. Oh, avec plaisir, avec plaisir. Venez, installez-vous, et je répondrai à toutes vos questions. » L'esprit fonça vers un coin de la pièce et en ressortit avec une collection de chaises disparates qu'il disposa hâtivement en demi-cercle. Il ajouta une caisse retournée pour en servir de table basse et posa quelques verres poussiéreux ainsi qu'une carafe d'eau. Puis il remarqua que la carafe était vide, la saisit, plongea vers la fenêtre et revint avec une carafe pleine. Les voyageurs s'assirent lentement afin de ne pas provoquer d'autres réactions exagérées. Crépuscule les regardait faire, les traits de son visage dessinant un grand sourire. « Et donc, que désirez-vous savoir ? D'abord, votre dame s'appelle Takiyasha Hime, dit l'esprit serviteur en bombant le torse. C'est la meilleure guerrière de tout le palais du soleil, et chacun de ceux qui l'ont vue à l'œuvre loue ses exploits, sauf ses ennemis, qui ne louent rien du tout, parce qu'ils sont morts. D'accord, merci. Maintenant, pouvez-vous nous dire un peu plus sur Satyl Realm? Qui l'a lancé? Crépuscule perdit son sourire et commença son histoire en parlant doucement.
Il y a 2 siècles de cela, l'île du Levant était le joyau des îles de l'Est. Les ennemis avaient été repoussés au loin par le grand général. La reine Himiko était aussi forte que sage, clémente et juste, et tout le peuple ne désirait qu'une chose, profiter de ces jours heureux. Le pinacle de ce bonheur fut le mariage de la reine. Jamais vos journées ne fut plus heureuse que celle-ci, et pendant un instant, les gens oublièrent que le mot malheur existait. Alors celui-ci se rappela. Une épidémie frappa l'île. C'était une fièvre violente, accompagnée de quintes de toux toujours plus fortes. Certains finissaient par cracher du sang, tandis que d'autres voyaient leur pire cauchemar les yeux grands ouverts. Les gens mouraient les uns après les autres, de plus en plus vite, de plus en plus nombreux. Le royaume fut détruit en quelques semaines. Moins d'1 mois. La reine Himiko fit tout ce qu'elle put, mais sa magie ne pouvait rien contre une maladie aussi violente. Pour elle, le coup de grâce fut quand son jeune mari mourut, lui aussi emporté par l'épidémie. Là, l'esprit de la reine céda, et elle utilisa son pouvoir le plus grand afin de faire revenir l'île au premier jour de bonheur connu, son mariage. Depuis, la boucle continue de jouer le même jour, encore, et les âmes des gens sont ici, emprisonnées dans des corps factices afin d'être eux aussi heureux pour toujours. Crépuscule termina son histoire les yeux baissés. Si les esprits serviteurs pouvaient pleurer, de grosses larmes seraient sans doute en train de tomber sur le sol de pierre. « Je suis désolé, vraiment, commença Sémé. Vous n'avez pas à l'être. Tout ceci s'est passé bien longtemps avant que vous naissiez. Mais c'est ainsi. Et que Takiya Shaime fait dans cette affaire ? Elle était du Palais du Soleil à l'époque. Elle aurait dû devenir la servante personnelle de la reine. Elles s'entendaient si bien toutes les deux. On aurait dit une grande sœur avec sa cadette. Elle lui avait même offert un chronojade rouge. Ironique d'ailleurs. Pardon ? Vous voyez ce qu'est un chronojade ? Pas vraiment. Pouvez-vous nous expliquer ? Crépuscule retrouva son sourire. Bien sûr, regardez ! L'esprit fila au-dessus des têtes et attrapa une craie avant de dessiner des formes sur le sol. Alors, voici un chronojade. Ils sont toujours taillés en gouttes comme les jades de monnaie. Ils sont faits avec des pierres de jade normales. Il y en a une mine sur le flanc ouest de la montagne. Mon grand-père y travaillait avant de devenir pêcheur de calamars. Ensuite, ils sont enchantés, mais cela prend beaucoup de temps. Le mieux, c'est de laisser un pouvoir temporel s'infiltrer dedans. Dans un rythme de souvenirs, vous comprenez que ça a lieu souvent, même sur des pierres de jade non sculptées. Elles sont alors taillées par le pouvoir temporel lui-même. Mais le plus intéressant est le dit pouvoir à l'intérieur. Plus il est fort, plus la pierre vire au rouge. Un chronojade de base est donc vert feuille, et les chronojades de grands artisans sont rouge sang. C'est clair ? Crépuscule avait débité sa tirade sans pause ni respiration. Kohaku tomba sur le côté, vaincu par la masse de science déversée. « C'est ce que votre dame ramasse sur les esprits, je garde ?» demanda Yaobikoni. « Tout à fait, vous êtes attentif, ça fait plaisir !» Oui, les esprits gardes naissent directement du Realm, pour le protéger, de ce qui changerait le cours des événements. Comme ils apparaissent dans le Palais du Soleil, certains prennent les chronojades dans la réserve royale afin d'augmenter leur pouvoir. Mais c'est l'utilisation la plus facile d'un chronojade, ça n'a aucune classe. J'imagine que vous vous en servez pour protéger la tour de l'horloge du pouvoir du Realm, ajouta Sémé. Mais tout à fait, jubila Crépuscule. Vraiment, vous êtes malin, c'est génial, mais vous savez, ils servent aussi à faire d'autres choses. Hein. Regardez par là-bas. De l'autre côté de la pièce, une des fenêtres donnait sur le Palais du Soleil. Celui-ci brillait bizarrement d'un éclat malsain, différent de celui que l'on voyait la première fois que l'on venait sur l'île. Il y a une protection sur le palais, n'est-ce pas ? Demanda Sémé. Ça sent le rythme de protection d'ici, ajouta Kohaku. Absolument, confirma l'esprit serviteur. Et cette protection a été faite par un pouvoir temporel. Elle ne peut donc être levée que par un autre pouvoir temporel. Vous comprenez ? C'est bon, ils ont compris. Takiya Shaime venait d'entrer dans la pièce, l'air très fatigué. Derrière elle, un autre esprit serviteur, inverse de Crépuscule, entièrement blanc et au visage dessiné par des traits noirs. « Madame, est-ce que ça va aller ?» s'écria le serviteur sombre. « Aurore, tu ne l'as pas aidée ?»« Si, andouille !» répondit l'autre esprit. « Aide-moi à la porter jusqu'au fauteuil. »« J'ai pas besoin qu'on me porte !» râla la guerrière tout en étant soutenue sous chaque épaule. Elle se laissa tomber dans un fauteuil à côté de sa hallebarde. « Crépuscule, arrête de trembler, dit Aurore. C'est pas la première fois qu'on relance la protection de la tour. Mais tout de même, oh, ma pauvre dame !» Sémé s'approcha et parla doucement, comme un animal blessé. « Dame Takiya Shaime ?»« Oui, » répondit-elle en grinçant des dents. « Nous avons appris pour le destin de votre peuple et pour sa souffrance. Prisonniers comme vous et eux ici, nous ne pouvons pas rester sans agir. Vous pensez que la source de ce rime se trouve dans le Palais du Soleil ? Je le sais. J'ai vu Himiko lancer le sort. C'est elle la source. Mais pour entrer et faire cesser le Realm, il vous faut des chronojades, n'est-ce pas ? Oui.
Avez-vous déjà réussi à entrer ? Quelquefois. Ça peut prendre plusieurs années avant d'en avoir assez. Et de toute façon, la réserve est à moitié vide. Elle est donc à moitié pleine. Si pour récupérer des chronojades, il faut décimer des esprits gardes, nous sommes volontaires. Ouais, parfaitement, renchérit Kohaku. Vous l'avez vu, nous pouvons être assez efficaces pour tuer des choses, compléta Yaobikuni. Faites-nous confiance, nous vous ouvrirons les portes et nous allons libérer cette île. D'accord ? Takiya Shaime leva un regard perplexe vers ses gens. Pourquoi vous me parlez comme ça ? Vous avez quelque chose à y gagner ? Oui, mais on ne pourra même pas commencer à le chercher tant qu'il y aura un realm ici. La dame à la hallebarde soupira et toucha son pendentif, un chronojade rouge. Peut-être qu'un bout d'espoir était perdu. Le lendemain commença comme aujourd'hui, à l'exception près que les 3 voyageurs se réveillèrent dans la tour de l'horloge, pleinement conscients d'être prisonniers d'une boucle magique. Et ils commencèrent immédiatement à chasser l'esprit garde. La méthode était simple, modifier la vie d'un habitant, attendre qu'un esprit sombre approche en criant « Ceux qui désobéissent doivent périr !» Le détruire, ramasser le chronojade s'il y en a un, et recommencer un peu plus loin. Il était important d'agir loin de la tour de l'horloge et de bouger en permanence, afin d'éviter que les esprits gardes ne se rassemblent. Chaque jour, la même histoire était racontée, et un peu modifiée. D'un côté, on négociait le prix du flacon de saké. « Allez, sois sympa, depuis le temps qu'on se connaît !»« Écoute, je fais déjà des réductions pour le mariage, je vais pas en plus offrir tout mon stock !»« Allez !» Et Kohaku venait renverser l'étal avant de partir en riant, poursuivi par un trio d'esprits aussitôt tranchés par Takiya Shaime. De l'autre côté, on courait, pressé. « Désolé, j'ai pas le temps, je dois aller filer cueillir des tournesols pour décorer les tables, on se voit plus tard !» Saime venait coller un splendide bouquet entre les mains du paysan avant d'abattre les esprits aussitôt surgis du champ de tournesol. Encore ailleurs, une enfant expliquait toute heureuse à une commerçante. « Et c'est pour ça que je fais du poisson, pour fêter le retour de papa et maman. » D'accord, ma puce, mais est-ce que tu peux me dire si tu préfères le thon ou le saumon ? Yaobikuni passait, parlait à absolument tous les commerçants de la rue, avant de faire tomber une pluie de morceaux d'étoiles sur ses poursuivants fantomatiques. Les jours strictement identiques passèrent, et la réserve de chronojade se remplit. On croisa, chose surprenante, un Onmyoji. Fujiwara no Mishitsuna. Celui-ci était venu il y a déjà plusieurs mois, mais s'était complètement fait avoir. Quand il vit du coin de l'œil d'autres Onmyoji se battre contre des esprits armés de sabres, il eut un doute. Il alla dans un coin faire une petite divination. Ce n'était pas sa spécialité, mais il savait faire quelques petites choses de base. Et il vit tout de suite un résultat aberrant. Il serait une date lointaine dans le passé. Il se releva d'un bond en s'écriant « Mais je ne peux pas être dans un realm !»« Ceux qui désobéissent doivent périr !» rugit un esprit garde accourant. Mishitsuna prit alors ses jambes à son cou, fuyant et bousculant les gens et attirant encore plus de gardes, jusqu'à ce qu'un renard lui saute sur l'épaule avant de bondir au-dessus des esprits. Il se changea en un kitsune immense et monstrueux qui écrasa les esprits gardes, suivit une femme qui trancha en une immense hallebarde les derniers survivants. Puis le renard redevient petit et mignon. « Tiens, mais c'est monsieur du clan Fujiwara !»« Oui, Fujiwara no Mishitsuna. Merci beaucoup, mais je te connais. Tu es le renard qui se balade toujours avec ce Minamoto. Hiromasa ? Oui, on est souvent en mission ensemble, mais je suis un Shikigami de Seimei. » Seimei est là et il est libre de ses mouvements. Bien sûr, c'est mon patron quand même. Kohaku, de chronojade, interrompit la guerrière. On repart en chasse. Ah, attendez, je ne vous ai pas remercié, madame. Takiya Shaime, un plaisir de vous sauver la peau. Si je puis vous remercier en quoi que ce soit, je jure sur mon honneur d'Onmyoji. Vous pouvez chercher des chronojades ? Vous savez ce que c'est ? Fit Kohaku. Oui, je le vois. Il y en a parfois dans ces types, mais n'en défiez pas trop à la fois, ils sont coriaces. Si cela vous plaît, je vous en rapporterai. Faites attention à vous, fit la dame tout en partant et en se penchant vers Kohaku. Il a pas l'air très puissant, ton collègue. C'est un noble, il fait beaucoup de paperasse. Mishitsuna resta interdit un instant devant autant de dédain envers son rang. Et puis il se rappela que c'était toujours mieux que ceux qui lui rappelaient sans cesse qu'il n'était qu'un fils bâtard. Il déroula son parchemin de sort, se craqua les doigts et donna un coup de pied dans une table. On allait voir s'il ne savait faire que de la paperasse. Seimei, lui, faisait son bonhomme de chemin et revit l'homme qui cueillait des fleurs. Il lui avait donné un bouquet pourtant. Était-ce aujourd'hui ou l'aujourd'hui précédent ? Dans tous les cas, il était temps de faire une petite expérience. L'Onmyoji s'approcha et tapa sur l'épaule du paysan. Celui-ci se tendit, mais continua son travail. Seimei recommença et lui tapota l'épaule. Le paysan poursuivit sa cueillette, avec des gestes plus rapides, moins précis. Enfin, un esprit garde se montra. « Ceux qui désobéissent doivent périr !»
Sémé lui décocha un sort dans la figure, l'abattant sur le cou. Puis il se retourna et vit que le paysan était étalé par terre, tremblant. « Vous saviez que j'étais là ? Pourquoi ne pas me répondre ?» demanda l'Onmyoji. « Vous n'êtes pas d'ici, vous n'êtes pas de maintenant !» répondit le paysan d'une voix éraillée. « Si j'arrête, je meurs !» Il se releva et recommença à cueillir des fleurs. « Mais si vous n'êtes plus sous le rythme, que vous avez compris que tout ceci était faux, pourquoi continuer à faire semblant ?» insista Sémé. « Si j'arrête, je meurs !» répéta l'homme avec une voix de plus en plus effrayée. Ses bras commençaient à disparaître en fumée. Il accéléra le mouvement et marmonna comme une supplique. « Je cueille des fleurs pour la reine, 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 je cueille des fleurs pour la reine. » La fumée disparut. Les bras étaient reformés. « Je cueille des fleurs pour la reine, tout va bien. Je cueille des fleurs pour la reine, tout va bien, tout va bien. Tout le monde est heureux. » Sémé n'insista pas. Ce pauvre homme s'accrochait à sa routine pour se maintenir en vie. Tant pis pour lui. L'Onmyoji laissa le mort vivant cueillir ses fleurs. Plus loin, le même aujourd'hui ou un autre, Yaobikuni revit cette petite fille qui achetait du poisson pour fêter le retour de ses parents. Elle la voyait faire ça à chaque cycle, et dans la soirée, la revoyait pleurer sur le port. L'oracle s'approcha et entendit des sanglots. « Non, ils vont revenir, c'est pas possible, ils vont revenir !» De l'autre côté du quai, un officier du port écrivit dans son carnet « Naufrage du flot d'argent à 140 encablures des côtes, pas de survivants. » La petite pleurait, comme chaque cycle. « C'est pas possible, ils vont revenir !» Yaobikuni s'approcha et posa sa main sur son épaule. « Petite, ça s'est passé il y a très longtemps. Il faut que tu arrêtes de vivre dans ce moment-là. » L'enfant pleura encore plus fort. En plus, des esprits gardes accoururent. Yaobikuni les envoya se faire voir à coups de fragments d'étoiles avant de se repencher sur l'enfant. « Petite, je sais ce que c'est que de perdre quelqu'un. Moi aussi, j'ai perdu mes parents. Mais il faut les laisser partir et savoir partir aussi soi-même. »« Non, ils vont revenir !» cria l'enfant. Son cri de tristesse mêlé de rage se changea en un grondement sourd. Sa peau vibra, ses yeux se révulsèrent et l'enfant implosa. Son corps s'écroula sur lui-même, ne laissant plus qu'une masse sombre et rageuse, de la taille d'un ballon, dont s'échappaient encore des cris et des pleurs. La petite, après avoir vécu encore et encore cette journée, avait-elle cédé sous le poids de la tristesse et du rythme ? Yaobikuni ne réfléchit pas plus à cette question, car un grand groupe d'esprits gardes approchait, venus détruire cet élément anormal. L'aujourd'hui d'après, l'oracle repassa vers le port. La petite sphère flottait toujours, pleurant doucement. Yaobikuni se détourna avec une douleur au cœur lancinante. Jour après jour, mariage de la reine après mariage de la reine, la réserve de jade se remplissait. Aurore les recomptait chaque soir pendant que le feu d'artifice tonnait au loin. « Sémé, ça fait combien de jours qu'on est ici ?» demanda Kohaku. « Si j'ai bien compté, 7. Et depuis tout ce temps qu'on court dans toute l'île, on n'a toujours pas retrouvé Hiromasa et Kaguya. Ils peuvent être où ? J'en sais rien. Soit ils sont toujours piégés dans le rythme, et ils ont un trajet vraiment particulier, soit ils se sont libérés et se planquent dans un coin. Ce n'est pas trop urgent de se planquer, il y aurait plutôt des bruits de combat partout et des tirs dans tous les sens. C'est vrai. Aussitôt une explosion retentit, mais venant du côté opposé au feu d'artifice. L'Onmyoji courut à la fenêtre et vit une fumée s'élever. On dirait une amulette explosive. La détonation était vraiment celle-là. Les deux seraient là-bas ? Non, Hiromasa n'a pas ce genre d'amulette. Mais il doit y avoir un Onmyoji. Michitsuna est-il rentré ? Oui, je suis là, répondit le Fujiwara qui dormait juste à côté, dans son coin. Mais alors qui ? On va voir, demanda Kohaku. Vous n'y pensez pas, petit Kitsune, interrompit Michitsuna. Le rythme va recommencer. Vous irez voir cela demain. Et en effet, dès le lendemain, Kohaku bondissait parmi les étals du marché, là où un nuage de fumée s'était élevé l'aujourd'hui d'avant. Mais le rythme s'étant répété, plus aucune trace de brûlé, de bois cassé, tout était normal. Le renard fureta tout de même, le museau collé au sol, cherchant d'éventuelles traces de magie. Il finit par buter sur un pied de papier. « Tiens, Kamimai !»« Oh, le petit renard ! Comment ça va ? Toi aussi tu es libéré du rythme ? » ?»« Oui et non, le bateau refuse de bouger, donc on ne peut pas quitter l'île. Ou alors il faut essayer à la nage, mais du papier dans l'eau. Ah non, faut pas faire ça. Mais rien de grave, je m'en sors en me faisant discrète. Et toi, tu t'en sors ? Tu n'es plus avec ton Onmyoji ? Mais si, Sémé juste derrière, il me suit. » L'Onmyoji sortit en effet de derrière une étale, les yeux en mode vision pour repérer les sorts. « Bonjour Sémé !» fit l'esprit Origami. « Tiens, bonjour Kami !» La fin du nom fut coupée par un sort violacé qui frappa l'Onmyoji à la tête.
S'aimer para au dernier moment avec son éventail, puis recula en déployant un bouclier. Sorti de la foule, le guide Everlight, un zither à la main, il grattait les cordes de son instrument, préparant visiblement un autre sort. Le grand Sémé ne peut que parer ce sort. Oh, ce n'est pas vrai, tu aurais dû me le renvoyer dans la figure. Recommence, et je me ferai un plaisir de le renvoyer. Oh non, plus maintenant. Tu es devenu faible, mon pauvre. Le guide gratta son zither rapidement, produisant une foule de sorts différents qui fracturèrent le bouclier de Sémé. Celui-ci mania son éventail pour lui déployer ses sorts. Les deux adversaires se lancèrent dans un duel acharné, détruisant une bonne partie du marché proche. Des dizaines d'esprits gardes accoururent. Ceux qui désobéissent doivent périr, ceux qui désobéissent doivent périr, ceux qui désobéissent doivent périr. Ah, fin de l'amusement, dit Everlight en commençant une autre mélodie. Ah non, tu ne pars pas, dit Sémé. Déjà, pourquoi tu m'attaques ? Everlight ne répondit pas et termina sa mélodie en majeur, produisant un flash lumineux. L'instant d'après, il avait disparu. « Mais c'est qui ce fou ?» demanda Kohaku. « Je ne sais pas, mais on a un autre problème pour l'instant. »« Ceux qui désobéissent doivent périr !» répétaient les esprits gardes. Le dernier des gardiens du Realm abattu, l'Onmyoji et le Kitsune soufflèrent enfin. « Quelle journée ! Et encore, il n'est pas midi !» soupira Sémé. « Et pour rien, il n'y avait pas un seul chronojade. Tu es sûr ? J'avais vu quelque chose briller quand Kamimai abattait un des esprits. Bon, ça, je l'ai pas vu. Kamimai, est-ce que tu l'as vu aussi ?» Un silence gênant répondit à la question. Les deux alliés tournèrent les regards de tous côtés, mais l'esprit origami n'était plus nulle part en vue. En pistant son odeur, Kohaku mit le nez sur un bout de papier déchiré. La faible énergie qui s'en échappait ne laissait aucun doute sur la provenance. « Elle est blessée ! Un des esprits gardes a dû l'attraper !» Kohaku, concentre-toi, ordonna Sémé. Respire un grand coup et sens bien l'odeur. On peut la retrouver. Le Kitsune souffla un grand coup, puis renifla avec attention le bout du papier. Il colla son museau au sol et tourna autour de la place jusqu'à trouver une piste qu'il remonta en courant. La piste s'éloigna de plus en plus de la ville, vers les petits villages, puis vers une petite maison, presque une cabane. Dedans, Hiromasa et Kagura. « Mais qu'est-ce que vous faites ici » s'écria Sémé. « Et toi » répondit Hiromasa. « Câlin !» Kagura se jeta sur l'Onmyoji bleu, faisant un gros câlin à ses jambes. Oui, je suis content aussi, mais ça fait combien de temps que vous êtes libéré du Realm » 4 cycles, répondit fièrement la petite. Avant, on allait regarder les feux d'artifice. Ils sont jolis, pas vrai ? Oui, très beaux. Et sinon, comment vous avez fini ici ? C'est à la fois très simple et très compliqué, dit Hiromasa. On testait les limites du Realm, en étant donc ici, loin du palais du soleil, et on a changé l'histoire d'un paysan pour savoir en combien de temps les esprits du Realm allaient venir. Et ils sont venus assez vite, mais en courant derrière un drôle d'esprit origami. Kamimai, vous l'avez pas reconnue ? Non, elle est passée entre ombres, on a juste eu le temps de se cacher dans cette cabane. Il y avait un peu trop d'esprits méchants, compléta la petite fille. D'accord, et donc vous êtes arrivé ici. Et vous n'êtes pas sorti ? Non, on regardait ces peintures. Kagura désigna une galerie de peintures, rangée pêle-mêle dans un coffre à vêtements. Les peintures étaient très diverses, avec une préférence pour les natures mortes. Mais surtout, Kagura avait déjà trié les peintures signées par un certain Jun, et d'autres non signées, d'un style très différent. On pouvait y lire comme une histoire. Un peintre peignait, et de son papier naquit un esprit de papier plié, très intéressé par la peinture. Cet esprit regardait par-dessus l'épaule du peintre, qui la laissait faire, riant avec ce spectateur flottant. Le temps passait, les peintures s'accumulaient, et plus l'esprit se colorait, avait des dessins et des couleurs. Mais un jour, le peintre tomba amoureux d'une femme du continent. Il fit ses adieux à l'esprit et lui offrit son propre matériel de peinture. Il ne partit qu'avec une grande toile et son pinceau préféré. Il comptait faire en chemin la plus belle des peintures pour l'offrir à son aimé. L'esprit, resté sur l'île du Levant, commença à perdre ses couleurs. Alors elle prit le matériel de peinture pour redessiner sa vie et ne pas l'oublier. Elle retrouva alors ses couleurs. La ressemblance entre ce petit esprit et Kamimai était évidente. De plus, le style de dessin correspondait à une personne n'ayant pas une main humaine. Plutôt qui tiendrait le pinceau entre deux blocs. Et donc, le peintre de l'histoire, vous pensez qu'il s'agit du Jun qui a fait les autres peintures ? Demanda Hiromasa. Possible, fit Sémé. Et Kamimai aurait couru ici parce qu'elle connaît l'endroit. Mais elle s'est détournée pour nous permettre de nous cacher, compléta Kagura. Mais où est-ce qu'elle a pu fuir alors ? Plus loin ? Il n'y a que des champs à partir d'ici, s'interrogea Kohaku. Pas que, contredit le grand frère. Si elle monte vers la montagne, elle peut retourner en ville via la forêt, mais c'est se reprocher du palais du soleil et des esprits mauvais.
Esprit garde, ce sont des gardiens, corrigea l'Onmyoji bleu. D'accord. Mais pour vraiment leur échapper, le mieux est d'aller tout droit, puis filer à gauche après les collines. Ça redescend vers la mer et il y a des grottes dans lesquelles on peut se cacher. Elle serait allée là-bas demanda Sémé avec une pointe d'appréhension dans la voix. C'est le plus logique, mais c'est risqué. Les grottes peuvent se remplir d'eau. Et c'est un esprit de papier. Courez! La folle cavalcade reprit. Le nez de Kohaku était formel. Il suivait bien l'esprit. Soudain, en dépassant une colline, ils virent un champ entièrement brûlé. À l'autre bout, Kamimai et Everlight semblaient attendre. « Kamimai, tout va bien ?» demanda Kohaku en s'approchant, mais pas trop. « Oui, comme vous le voyez, l'esprit Gardon était vaincu. »« Ne me remerciez pas, surtout, » ricana le faux guide. « Toi, on sait pas qui tu es, mais si tu continues à jouer les gros bras, on va te refaire la tête au carré, » menaçait l'Onmyoji bleu. « Oh, tu ne peux pas, demi-sémé. »« Pardon ?» Oui, je sais que tu n'es que la moitié de toi-même, et as perdu tes souvenirs. Et ça m'enrage. Everlight crie à la suite. Tu n'es pas le vrai Sémé, tu n'es pas celui qui m'a vaincu et que je dois vaincre. Oula, on se calme. Si tu veux que quelqu'un se souvienne de toi, va voir Dark Sémé. C'est lui qui a mes souvenirs d'avant. Je me moque de ce faible. Il a les souvenirs, mais c'est toi qui as le talent, et chacun que la moitié de la puissance. J'ai connu le vrai Sémé, le premier, avant qu'il ait l'idée idiote de se séparer en deux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que l'idée n'est pas bonne. Mais il était effrayé, perdu. Alors il n'était déjà plus le vrai Sémé. Mais qui t'es pour dire qui est le vrai Sémé interrompit Hiromasa. Le faux guide se tourna vers l'Onmyoji archer et lui jeta un regard à glacer le sang. Moi, je suis Doman, Onmyoji auditeur, et nul ne m'a jamais vaincu. Sauf évidemment le vrai Sémé. Et c'est pour ça que vous m'en voulez demanda Sémé. Je voulais une revanche, pas une demi-revanche. J'espérais que tous ces combats te mettent au même niveau qu'avant, mais j'ai eu tort. Il ne me reste rien, seulement attendre, travailler mes sorts, et espérer qu'un jour un des deux Sémé parvienne au niveau du vrai. Alors seulement je pourrai te vaincre. Viens Kamimai, on s'en va. Il se retourna et Kamimai lui emboîta le pas. Attends, tu ne vas pas le suivre? Si, bien sûr. Attends, il te contrôle sans doute, c'est un Onmyoji auditeur. Il peut avoir... Non, coupa l'esprit Origami. Je le suis librement. C'est lui qui m'a apporté la fin de l'histoire. Hein? Vous avez vu les peintures, pas vrai? Après que June soit parti et que j'ai fait mes propres peintures, le Rin fut lancé et je suis resté ainsi pendant longtemps. C'est ensuite que Doman est venu et m'en a libéré. Et m'a montré ceci. Elle sortit une grande peinture signée de June, représentant une Kamimai tout en grâce et en légèreté. Le trait était si fin que l'on aurait craint de s'y couper. Il l'a fait pour l'offrir à sa belle, mais il n'a pas pu. Il est mort à cause d'une épidémie. Elle avait un demi-sourire sur les lèvres et une demi-larme au coin de son œil de papier. Mais voilà, maintenant, si vous permettez, elle enroula la peinture, la rangea sous les plis de son manteau de papier et partit suivre son Onmyoji. Ils montèrent dans un petit bateau à voile, posèrent une pile de chronojades verts sur le pont avant de larguer les amarres. « Sémé, dit Doman, tu sais déjà que les chronojades ont différentes qualités. Oui, et des vers comme cela suffisent pour échapper à des rythmes temporels. Mais avec un vrai chronojade, un rouge, on peut faire des choses terribles, immenses. Et donc, tu en vois un où? Il y en a un au cou de Takiyasha Hime, mais aussi sûrement au palais du soleil. Sois attentif quand tu entreras là-bas. » Et le bateau s'éloigna. Les voyageurs restèrent un instant silencieux. « En fait, remarqua Hiromasa, on aurait pu partir depuis longtemps, avec quelques-uns de ces chronojades. Et on a passé la semaine à en ramasser, compléta Kohaku. Sémé, pourquoi il nous a dit tout ça, l'Onmyoji bizarre demanda Kagura. Je ne sais pas, peut-être qu'il tient à me vaincre lui-même, et donc pour ça il faut qu'on arrive à sortir d'ici par nous-mêmes. Bizarre quand même, affirma la petite. Sinon, c'est bien Tama Monomae qui nous a envoyé Kaminai comme guide, non? Questionna son frère. Oui, confirma l'Onmyoji bleu. Il savait qu'il nous envoyait un agent double? Peut-être. Il nous envoyait surtout le seul guide disponible. Bon, maintenant il se fait tard. Retournons à la tour de l'horloge. Il est temps de vous présenter à Takiyasha Hime et aux deux autres. Crépuscule sera ravi d'avoir de nouveaux invités, affirma Kohaku. L'esprit serviteur ne fut pas ravi. Il fut extatique. Les jours suivants furent eux aussi très proches. D'un côté, on négociait le prix du flacon de saké, de l'autre, on courait pressé, et entre, les Onmyoji combattaient les esprits gardes en toujours plus grand nombre. Enfin, la réserve de chronojade fut remplie. Aurore annonça cela fièrement.
428, soit 5 de plus que nécessaire si jamais il y a un problème. Logiquement, l'aujourd'hui d'après, la petite bande monta à l'assaut du Palais du Soleil. Devant la grande porte, un champ de protection vibrant et vitreux ondoyait. Takiya Shaime versa le contenu de son sac sur le sol, faisant un petit tas de chronojade. Elle murmura quelques syllabes vides de sens, et une lumière verte vint s'apposer sur le champ de protection, avant d'appuyer dessus et de faire une ouverture, toute ronde et entourée d'un doux trait vert. « Tenez-vous prêts, ordonna Takiya Shaime. Une fois dedans, il faut aller au plus vite vers les quartiers royaux. C'est tout droit, au 2e étage. En cas de doute, allez vers les endroits les plus éclairés. J'ouvre la voie. C'est compris ? Très bien compris. On peut y aller. Courez. » Ils entrèrent comme un seul homme dans le palais, courant à travers les salles immenses et les couloirs à haute colonne. Les serviteurs et les gardes avaient tous un teint blanc, comme de la porcelaine poussiéreuse. Ils préparaient jovialement le 70 millième mariage et quelques, sans se soucier des gendarmes qui leur passaient à côté. « Ils ont une drôle de peau ici, fit remarquer Kagura. Tous ceux qui sont emprisonnés ici ont cette peau, pour tenir alors qu'ils devraient être morts depuis bien longtemps, répondit la guerrière à Holbard. Regardez. Et elle donna un coup de son arme dans une servante qui éclata en poussière. Aussitôt, des esprits gardes apparurent. Si vous sortez, vous verrez que toute la population est comme ça en fait. Vous le voyez maintenant parce que vous êtes passé au travers du Realm, au travers d'un portail en chronojade. Ça lève les illusions. Sur ces explications, les quelques esprits gardes se firent abattre par les Onmyoji avant d'avoir pu agir, et Takiya Shaime accéléra. Nettement plus rapide, elle finit par prendre de l'avance et y entra seule dans une des pièces. Là, une des âmes piégées la fit s'arrêter net. Le grand général passait et allait saluer sa fille. Ou plutôt parler au vide, car sa fille n'était pas devant lui. Takiya Shaime s'approcha. Le grand général répétait les mêmes paroles qu'alors. « Mon enfant, comme tu es belle. Les rubans te vont vraiment bien. Arrête tes bêtises, papa. On va être en retard si tu complimentes chacune de mes robes, » compléta Takiya Shaime. Le grand général prit la main d'une enfant qui n'était plus là et la suivit vers le lieu de la cérémonie. La guerrière soupira. À cette heure, le prince Everlight avait fini de s'habiller et était venu dans la grande salle retrouver sa dame, la belle et heureuse Himiko. Takiya Shaime vint tout contre la porte et posa son chronojade dessus. La double porte s'ouvrit en grand. « Taki, ma chère, tu as pu venir !» La reine Himiko s'approcha à petits pas rapides vers l'intruse. « Je suis si heureuse, et ta robe version combat est très jolie, et ramener la hallebarde de ta famille, c'est une superbe idée, le symbole est vraiment beau. Viens, Everlight tenait à m'aider pour enfiler la surrobe brodée, mais vous ne serez pas trop de deux. » Elle repartit vers son prince au teint blanc cassé et au regard vide. S'il avait été beau par le passé, son apparence avait le teint malsain d'une poupée trop vieille et craquelée. « Eh bien, Mataki, tu ne viens pas ?»« Je viens, mais pas pour t'aider. »« Oh non, tu ne vas pas recommencer. À chaque fois, je dois refaire mon rythme presque depuis le début, et ça me fait de la peine de devoir te taper dessus. Viens vivre tranquillement avec moi. Vois comme je suis heureuse. Je voudrais que tu le sois aussi. » Takiya Shaime ne répondit rien pendant que Himiko tournait sur elle-même en riant comme une folle, comme la folle qu'elle était. Lui taper dessus, la reine Himiko produisait des bombes d'énergie solaire, des traits de lumière condensés et pouvait piéger ses ennemis dans un rythme stellaire. C'était affronter une déesse et elle appelait cela taper. Mais le pire, c'était de l'avoir caressé comme un chaton son mari. Ou ici son futur mari. C'était selon le moment de la journée. Et celui-ci qui ne répondait en rien. Une marionnette avec une âme emprisonnée dedans. L'amoureux parfait apparemment. La reine si sage riait en roucoulant contre un pantin. La dame si noble tenait des propos incohérents. L'ami et la mentor avaient disparu ensemble pour laisser place à... ça... Takiya Shaime soupira et empoigna fermement sa hallebarde. Puisqu'il le fallait, elle se mit en position d'attaque. « Non, Taki, ne fais pas ça, » dit Himiko. « Ta reine t'interdit de l'attaquer. »« Très bien, je ne vous frapperai pas. » Et elle frappa Everlight. Le prince tomba instantanément en poussière. La reine poussa un cri d'horreur avant de tenter d'attraper les morceaux s'échappant. « Non, mon chéri, reviens !» Elle tomba au sol. « Taki, ma meilleure amie ?» Elle se releva, les yeux exorbités. « Cette fois, je vais te tuer. » Elle se releva lentement, quand déboulèrent par la porte les alliés de la guerrière. Celle-ci se retourna en leur criant « Reculez !» Mais trop tard. La pièce fut remplacée par un immense espace stellaire sans sol, dans lequel on flottait sans comprendre comment. Se leva une immense reine Himiko, haute comme une montagne, au regard de feu.
Elle se déplaçait lentement, mais chacun de ses gestes était accompagné d'un flot de traits lumineux, que même le bouclier de Sémé ne contenait qu'avec peine. Le combat s'engagea, échange de traits destructeurs et de sortilèges, accompagné d'une Takai Shaime qui bondissait d'un côté à l'autre de cet espace sans forme et donnant de grands coups de hallebarde dans la peau de sa reine. Kohaku avait ressorti sa forme primitive et gigantesque pour mordre les jambes d'Himiko, sans grand succès. Pendant que tout explosait autour, Sémé essayait de trouver une manière d'abréger ce combat. La reine était trop puissante, elle tuerait à coup sûr ceux qui ne parvenaient pas à éviter ses bombes solaires. L'une d'elles éclata non loin de Kagura, ce qui la fit s'envoler dans les bras d'Yobikuni, qui la rattrapa. Mais tous les grands pouvoirs ont leurs points faibles. L'Onmyoji bleu chercha sur cette géante blanche de rage et rouge de colère une faille. Les mots de Doman lui revinrent à l'esprit. Avec un vrai chronojade, un rouge, on peut faire des choses terribles, immenses. Et si... Oui! Il y avait la forme d'un chronojade rouge sur le front d'Himiko. L'Onmyoji bleu appela la guerrière. Takiya Shaime! Oh! Takiya Shaime! Viens! Elle atterrit souplement à côté de lui, mais tête à l'envers, dans cet endroit sans gravité. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois la forme sur le front de la reine? Oui, le symbole des chronojades. Et alors? Ce n'est peut-être pas qu'un symbole, ça pourrait être un vrai chronojade. Si on le décroche, Himiko perdra ses pouvoirs sur le realm. C'est clairement possible. Les anciens rois faisaient des choses étranges avec la magie de leurs enfants. Alors ça, ce serait bien leur genre. Mais comment j'accède au front? Il faut bloquer ses tirs, non? Oui, les tirs de traits lumineux depuis ses mains et les bombes solaires depuis sa coiffure. Alors on peut le faire. Michetsuna, prépare un bouclier solide et lance-le sur la coiffe de gauche. Je m'occupe de la droite. Ok, je le fais. Hiromasa, Kagura, criblez son bras droit de traits. Yao, retiens son bras gauche avec un sort. Naso, n'importe quoi. D'accord, faisons comme ça. L'action concertée se lança, et un instant, Himiko ne put rien faire. Elle libéra sa coiffe aussi rapidement que possible, mais Takiya Shaime avait déjà bondi sur son front. Ça, c'est pour ma vraie reine! Et elle frappa. Un chronojade tomba, rétrécissant jusqu'à atteindre une taille normale au fur et à mesure que le realm stellaire disparaissait. Himiko, elle, tomba à la renverse, sans un cri, l'air simplement surpris que quelqu'un ait pu l'atteindre. Elle tomba, à sa taille normale, sur l'estrade menant à son lit de noces et ne bougea plus. Yobikuni s'approcha et constata rapidement les dégâts. C'est fini. Un long silence s'installa. Dehors, les gens se rassemblaient pour un mariage qui n'aurait pas lieu une fois de plus. Bon, vous étiez venu pour quelque chose au début, non? Demanda Takiya Shaime en retenant ses émotions. Oui, en effet, reconnut Sémé. J'en ai parlé avec Crépuscule, qui m'a bien dit qu'à l'époque, il avait vu le miroir d'Ungaikyo ici. Même quand il était humain, c'était un sale curieux. Mais nous n'avons que la moitié du miroir, seulement sa face yang. L'autre fut dérobé pendant les grandes guerres que ce cher Crépuscule a dû vous raconter en long, en large et en travers. C'est vrai aussi, mais nous nous contenterons d'une seule face. Je ne saurais demander plus. Attends, interrompit Hiromasa. Comment un miroir a deux faces? Je comprends pas. Artefact magique, grand frère, murmura Kagura en lui tirant la manche. Mais j'aimerais quand même comprendre. Les deux s'éloignèrent pour cacher l'ignorance d'Hiromasa en termes de reliques antiques. Je sais où il est, c'est juste derrière dans la salle des trésors, dit Takiya Shaime. Sans plus de cérémonie, elle ouvrit une autre porte avec son chronojade et souleva le couvercle d'un coffre. Elle saisit un grand cercle de verre parsemé de fêlures et l'emballa dans le tissu d'un rideau. Tenez, ce trésor ne vaut pas grand-chose ici. Si seulement il y a encore quelque chose qui vaut quoi que ce soit maintenant. Merci, répondit l'Onmyoji bleu. J'ai peut-être quelque chose qui vous intéressera. Il tendit le chronojade de la reine, rouge de nature et rouge de quelques traces de sang. Vous l'avez décroché, mais il est encore actif. Vous pouvez le garder ainsi, cela conservera le realm. Sinon... J'ai compris, merci, fit Takiya Shaime en prenant le chronojade. Elle alla le poser sur le lit royal, à côté du corps de feu la grande reine Himiko. Puis d'un coup sec, abattit sa hallebarde, tranchant le chronojade, le lit et une part de l'estrade. Tout autour d'eux, les combattants virent l'île entière s'écrouler en poussière. 2 siècles s'écoulaient en un instant. Les murs tombaient en lambeaux, les toits disparaissaient avant de toucher le sol et le vent balayait les restes. Le palais du soleil disparut, aile par aile, un corridor après l'autre. Partez maintenant, votre bateau vous attend au port, si le port n'a pas encore disparu. Vous n'aurez besoin que du vent. Merci encore, dame Takiya Shaime, fit Michusina. Le clan Fujiwara vous sera toujours reconnaissant si vous passez par le continent. Peut-être, mais pas pour tout de suite. Un jour. Adieu, dit Sémé. Adieu, répéta Hiromasa. Au revoir, dirent ensemble Kagura et Kohaku. Prenez soin de vous,
Un chronojade, ça ne rend pas vraiment immortel, termina Yaobikoni. Une colonne tomba et ils partirent en courant. Plusieurs heures après avoir atteint le port, après avoir largué les amarres et déplié les voiles, les Onmyoji se retournèrent vers l'île du Lovan. Il n'y avait plus rien, sinon un immense nuage de poussière. Le soleil se couchait. Vous avez remarqué, dit Michitsuna, mais un cycle ne faisait pas vraiment 24 heures. Ça allait du coucher du soleil à son lever. Ce qui fait qu'on ne voyait jamais vraiment d'étoiles, et encore moins la lune, qui se levait de l'autre côté de la montagne. Non, on n'avait pas remarqué, répondit Sémé. Il n'y a que toi qui remarques ce genre de choses. Au loin, les premières étoiles apparurent, donnant leur lumière si particulière à la nuit. Puis les nuages de poussière s'écartèrent, et les étoiles brillèrent sur un drôle d'objet. La hallebarde en croissant de Takaye Shaime au-dessus des ruines. La lune brillait au-dessus du palais du soleil. Merci de votre attention. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire sur comment améliorer l'écriture ou le parler. Je les lirai avec plaisir. Sur ce, au plaisir de vous revoir, quelque part dans cet univers.